Alors bonjour tout le monde, mon nom est Martin Bertrand, je suis conseiller pédagogique en technologie au Conseil en éducation des Premières Nations. Vous avez ici mes informations, mes informations de contact si jamais vous avez besoin de me rejoindre par rapport à des problématiques qui touchent la technologie et l'enseignement et l'apprentissage. Aujourd'hui, on va travailler sur les technologies en soutien à l'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technologie en général du point de vue de l'évaluation? Euh, Évidemment, c'est une collection de ressources que je vais présenter aujourd'hui. Je ne peux pas tout inclure, évidemment, dû au nombre faramineux de ressources qui sont disponibles en ligne et hors ligne à l'heure actuelle. J'ai donc sélectionné quelques-unes pour leur côté pratique et puis leur simplicité d'utilisation. C'est un survol qui se veut pratique de plusieurs alternatives dans un format d'environ 1 heure. Les liens et les tutoriels de tout ce que je vais présenter aujourd'hui sont dans le module en bas à gauche. Donc, le module où est-ce qu'il est marqué lien web 2. Là-dedans vont se retrouver les liens vers un peu tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Évidemment, je ne pourrai pas aller en profondeur dans tout ce que je vais présenter. Je vais vous montrer, évidemment, comme je vous disais, juste un survol de ce qu'il y a à l'heure actuelle que vous pouvez utiliser. Mais par contre, si vous voulez aller plus en détail, aller chercher toutes les informations sur les ressources que je vous présente aujourd'hui, je vous invite à aller les voir sur Internet, donc des tutoriels que j'ai créés ou que j'ai trouvés sur Internet, tout dépendant. Vous pouvez m'écrire ici dans le module de conversation. D'ailleurs, je vois que quelqu'un est en train d'écrire, qui se trouve en haut, en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Oui, on va pouvoir avoir accès au site après le webinaire. Je vais les laisser ici pendant quelques jours. Donc, je ne toucherai pas nécessairement à cette salle dans laquelle vous êtes entré pour pouvoir accéder au webinaire. Donc, vous pourrez durant les prochains jours, aller dessus et les mettre en onglet et les sauvegarder sur votre navigateur. C'est ce que je vous conseille de toute façon de faire. Aussi, vous allez me voir aller sur ces sites-là et puis ce webinaire-là que vous avez ici est enregistré. Donc, vous pourrez y réaccéder plus tard si vous voulez. Euh, Ne vous gênez pas pour écrire dans le module de conversation. De toute façon, moi, point de vue confidentialité, ce que je vais faire, c'est que quand ça va être le temps de faire l'enregistrement, je vais enlever le module de conversation. Donc, on ne le verra pas dans l'enregistrement. Alors, commençons tout de suite. Ce qu'on va voir comme contenu aujourd'hui, je vais passer très très rapidement. Je vais faire un survol sur la taxonomie de Bloom, juste pour placer c'est quoi l'évaluation dans son contexte. Donc, je vais montrer de quelle manière créer des examens en ligne, de quelle manière faciliter la rétroaction, et c'est quoi la rétroaction et qu'est-ce que ça permet. Euh, je vais montrer de quelle manière simplifier la rétroaction individualisée, donc un à un, pour les élèves, grâce à l'info nuagique. Comment rendre ça simple et à la limite agréable à faire. Je vais vous montrer un petit guide pratique pour l'évaluation et je vais vous montrer un petit peu de quelle manière fonctionne la banque d'instruments de mesure de la GRIX. Très intéressant et très important à l'heure actuelle si vous voulez faire des évaluations sommatives ou ce qu'on appelle des évaluations, des situations d'évaluation. Alors, sans plus tarder, voici un peu ce à quoi ressemble la taxonomie de Bloom. Chacune des étapes de la taxonomie de Bloom va présenter des habiletés cognitives qui se bâtissent sur celles d'avant à partir du bas. Donc, on ne peut pas avoir de compréhension d'un sujet sans avoir des connaissances sur ce sujet-là. On ne peut pas être capable d'appliquer des connaissances sans avoir une compréhension du sujet. On peut pas analyser un sujet sans pouvoir en faire l'application, etc. Donc, chacune des étapes va se bâtir sur celle d'avant. Je vais vous montrer ici, donc à gauche, je donne une petite définition, puis à droite, vous avez des verbes qui vont avec cette étape-là de la taxonomie de Bloom. Pourquoi j'ai mis ces verbes-là? C'est parce que dans la progression des apprentissages et le programme de formation de l'École québécoise, donc tout ce qui est le curriculum, vous allez avoir ces verbes-là. Ça permet en fait de dire, OK, c'est quoi le niveau à peu près qu'on attend d'évaluation par rapport à cette compétence-là, cette stratégie-là, donc ce qui va se retrouver donc dans l'échelle de progression des apprentissages. Donc, vous avez donc le niveau cognitif qui est attendu de l'élève.
Et donc, à gauche, je vais donner une définition. Donc, la connaissance, c'est être capable de se souvenir, de mémoriser des faits. C'est une connaissance, c'est des trucs qui sont très, très de base dans les stratégies cognitives, dans les habiletés cognitives. La compréhension, c'est être capable de reprendre l'information et de la redire autrement. L'application, c'est d'être capable d'utiliser l'information en contexte, en situation pratique. Donc, on va une coche de plus déjà. L'analyse, c'est d'être capable de prendre une situation pratique et d'y appliquer un savoir qui est raisonné. La synthèse, c'est d'être capable de combiner les éléments de savoir pour amener à des nouvelles compréhensions puis à un nouveau savoir. Et l'évaluation, c'est d'être capable de prendre une décision et défendre un point de vue en fonction de la compréhension d'un sujet. Donc, de plus en plus on monte haut dans la hiérarchie, de plus en plus on va dans des habiletés cognitives qui sont élevées de la part de l'élève. C'est ce qu'on veut vérifier quand on fait de l'évaluation. Euh, donc, ça donne un petit peu une idée du genre d'évaluation à conduire afin de vérifier si l'élève atteint un niveau de compétence qui est prescrit par le programme. Les technologies que je vais montrer aujourd'hui, j'ai été chercher des technologies qui sont à coût nul pour les écoles. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent là-dedans. Je trouvais ça important parce que, bon, les écoles déjà investissent dans des ordinateurs, des portables, des tablettes, des Chromebooks, plein de choses. Donc, c'est déjà un gros investissement. Donc, je ne voulais pas nécessairement apporter davantage d'investissement de ce point de vue-là. Euh, et aussi, ce que je veux dire, c'est que ça va fonctionner c'est adaptable sur n'importe quel appareil. Donc, ça peut être toute la suite i, les iPads, les iPods, les iBooks, les iPhones, etc. Les appareils Android, donc tablettes, téléphones, Chromebook, etc. Tout ce qui est portable et ordinateur de table. Ça fonctionne dans tout. Oui, je pourrais vous faire parvenir le PowerPoint en tant que tel, il n'y a pas de problème. Je vais mettre une petite note pour vous le mettre dans le message pour demain. Donc, tout ce que je présente aujourd'hui fonctionne à coup nul sur n'importe quel genre d'appareil qui a une interface qui va sur Internet. Deux premières choses que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Smart Response et Socrative. Smart Response, ce que je voulais dire avant toute chose là-dessus, c'est que c'est pas gratuit. Normalement, il faut payer pour ça, mais le CEPN a payé son inscription à Smart Response pour jusqu'en 2017. Donc, la pourvoi aux écoles membres du CEPN. Donc, si votre école n'a pas déjà téléchargé la version 2015, par exemple, de Smart Notebook, donc ce qui gère un peu les tableaux blancs interactifs, sur lesquels on peut avoir Smart Response. Euh, Appelez notre service technique ici au CEPN. Les écoles membres du CEPN ont droit d'accès à ça à coût nul. Donc, c'est nous qui avons déjà fait l'achat de ça jusqu'en 2017. Socrative, ça se trouve en ligne, c'est gratuit. Il y a pas il y a une inscription évidemment, mais il n'y a pas de coût qui est relié à ça. Je vais changer mon affichage ici pour vous montrer davantage mon écran d'ordinateur parce que je vais aller vous montrer un peu comment fonctionne Smart Response sur Smart Notebook. Euh, il y en a ici qui ont probablement déjà eu des manettes de Smart Response. Est-ce que ça fonctionne encore sur Smart Response? Tout à fait. Vous pouvez utiliser les manettes, vous pouvez utiliser aussi soit les appareils mobiles, soit les ordinateurs, ou soit les manettes, ou les deux en même temps. C'est encore possible. Donc, pour accéder à Smart Response, vous allez avoir à votre gauche dans Smart Notebook un onglet qui ressemble à une petite manette blanche sur un fond jaune. C'est là-dessus que vous allez devoir cliquer, juste ici. Comme je vous dis en passant, le tutoriel complet pour Smart Response se trouve dans les liens web que vous avez que vous avez ici. Je veux juste les rappeler de cette manière-là. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet Smart Response, la première chose qui est importante à faire, je vois que c'est en anglais ici, je vais le mettre en français, ce ne sera pas long. La première chose à faire, c'est de cliquer sur Page titre. Je vais juste la mettre en français, ça va prendre quelques secondes. Une fois que vous allez avoir cliqué sur Page titre,
En créant une page titre, ça va juste dire à votre, ça va juste dire à Smart Response, c'est ici que va commencer l'évaluation. OK, français, OK. Parfait. Donc, je clique sur page de titre. Je donne un titre à mon évaluation. Je vais faire juste un exemple bidon en tant que tel. Ceux qui me connaissent vont probablement reconnaître mon exemple bidon. Donc, le titre, ça va être Napoléon. Le type, ça peut être une évaluation, un questionnaire, un examen, un test. Donc, je vais l'appeler pour cette fois-ci un test. La matière, je vais marquer histoire. Et le sujet, ce sera Napoléon. Je vous invite à le faire en même temps si vous voulez. Donc, moi, je vais vous montrer comment accéder du point de vue de l'élève à cette évaluation-là. Si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps que moi. Je vais vous montrer de quelle manière le faire. Donc, j'ai fait ma page titre. Je clique sur Ajouter. Ma page titre se crée automatiquement. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet Étape suivante que vous avez ici. Je vais faire Ajouter une question à la page suivante. Chaque page, donc, dans mon notebook, va correspondre à une question. Ça peut être une question en oui ou non, une question en vrai ou faux, un choix multiple, une réponse multiple. La différence entre choix multiple et réponse multiple, c'est que dans la réponse multiple, on peut choisir plusieurs choix de réponse en même temps. Ça peut être un nombre entier, une fraction, un nombre décimal, si vous travaillez en maths, par exemple, et ça peut être un texte. Pour cette fois-ci, je vais choisir un texte. Donc, je clique dessus, je clique sur Suivant. Je marque ma question. Donc, c'est une question bidon, évidemment, pour cette fois-ci. Quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? Vous pouvez, si vous voulez, lier cette question-là à une étape de la progression des apprentissages. C'est possible de le faire. Je ne le ferai pas pour cette fois-là. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur Suivant. Ce n'est pas une question d'opinion. Je veux vraiment que cette question-là compte. Donc, je décoche, c'est une question d'opinion. Sachez par contre que ce que vous allez marquer dans le texte va être sensible à la casse. Ce que ça veut dire, c'est que essayez de penser à plusieurs manières dont l'élève pourrait répondre à la question. Par exemple, ici, je vais marquer blanc en minuscule et blanc en majuscule, avec une majuscule au début, et je vais marquer blanc avec toutes les majuscules. Tiens, au cas où un élève écrirait qu'importe la manière. Vous décidez du nombre de points que vaut la question. Par exemple, ici, je vais mettre que cette question-là vaut 4 points. Vous pouvez mettre une explication. C'est intéressant parce que ça permet une rétroaction à l'élève. Donc, si l'élève n'a pas la réponse correcte, il peut aller voir par la suite qu'est-ce qui a manqué dans cette question-là. Ça peut être intéressant de le faire. Je le ferai pas nécessairement ici. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Terminer. Je pourrais cliquer sur Insérer une autre question, mais là, je vais le faire juste à une question. Je clique sur Terminer. Une fois que j'ai toutes mes questions, je pourrais toujours cliquer sur Ajouter une autre question à la page suivante. Je ne le ferai pas présentement si, par exemple, j'ai oublié de rajouter une question. C'est toujours possible de le faire. Je peux aller aussi sur les propriétés de mon évaluation. Je peux faire en sorte que les élèves répondent à toutes les questions à leur propre rythme ou uniquement à la question qui est affichée au tableau à la fois. Et je peux faire en sorte que les élèves collectent leurs réponses, leurs résultats lorsque vous arrêtez de collecter les réponses, lorsque toutes les questions auront été répondues, dès qu'une question reçoit une réponse ou ne jamais montrer les notes aux élèves. Pour celle-ci, je vais le mettre dès qu'une question reçoit une réponse, par exemple. Voilà. Une fois que vous êtes prêt à commencer l'évaluation, donc vous rentrez dans votre classe, votre évaluation est déjà faite, par exemple, la première chose à faire, c'est d'aller sur l'onglet Response ici et de cliquer sur Commencer le cours. C'est possible de rentrer sur le mode anonyme, c'est le mode qu'on va utiliser aujourd'hui, ou vous pouvez créer vos listes de classes avant dans Smart Response et faire en sorte que les réponses se compilent sous les noms des élèves. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir tenir des statistiques sur les réponses des élèves et sur la progression des élèves. Évidemment, ça peut aussi, ça agit comme cahier de notes. Donc, les notes restent
à l'intérieur de ça. Vous pouvez les imprimer par la suite en PDF, par exemple, et puis les utiliser pour les bulletins. C'est très possible de le faire. Pour le moment, je vais le faire en mode anonyme. Je clique donc sur mode anonyme. Juste pour faire un retour, première chose, on clique sur l'onglet Response. OK. On clique sur l'onglet Response, on clique sur Commencer le cours et ensuite on choisit la classe où on est en mode anonyme. Alors, je commence. Je retourne sur mon onglet. Une fois que c'est fait, une fois que ma classe est débutée, je vais cliquer sur Progression et je vais cliquer sur Commencer cette évaluation maintenant. L'élève peut répondre selon ce que vous avez. Ils peuvent répondre à l'ordinateur, de table ou portable. Ils peuvent répondre avec n'importe quel appareil mobile, Chromebook, tablette, téléphone cellulaire, n'importe quoi qui peut avoir accès à Internet. Et en fait, qui a accès à Internet? Le site où ils vont devoir aller, c'est response.smarttech.com. Ils vont devoir entrer l'identifiant de l'évaluation qui est 24 18 91. Je vais les rentrer ici si vous voulez l'essayer, je vais les rentrer dans le module de, euh, de chat, de clavardage que vous avez. Donc, vous pouvez l'essayer en même temps que moi. Vous pouvez aussi générer un code QR en cliquant sur code QR. Donc, les élèves, s'ils ont un appareil mobile, peuvent seulement aller sur le code QR et rentrer automatiquement dans la salle d'évaluation. Donc, pour ça, je mets ça sur le côté. Je vais ouvrir un autre navigateur, qui va être mon navigateur Firefox ici, juste pour vous montrer la vue du prof et la vue de l'élève, donc la différence entre les deux. Donc, je m'en vais là-dessus, je vais faire response.smarttech.com, que vous pouvez faire d'ailleurs en même temps que moi je le fais. Je peux changer la langue en cliquant sur le drapeau, je vais le faire tout de suite. Je vais mettre en français Canada. L'idée de l'identifiant d'évaluation, ça va être 24 18 91. Je vais rentrer l'identifiant de l'étudiant. En fait, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de le rentrer parce que je vais pas avec une classe, une liste de classes. Donc, j'y vais dans le mode anonyme, donc pas d'identifiant d'étudiant. Une fois que c'est fait, je clique sur Connexion. Donc, j'ai ma question que j'avais posée. Quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? Je vais rentrer blanc avec une majuscule au début. Ensuite, je vais cliquer sur Vérifier. Je l'ai bon. Euh, Dépendant de la manière dont vous pouvez faire l'examen, vous pouvez y aller avec une liste de questions. Une fois que c'est fait, je vais aller sur la liste de questions. Si l'élève n'a pas cette question-là bon, il peut cliquer sur la question et aller voir la rétroaction que vous lui avez donnée à ce moment-là. Voilà, c'est un peu de la manière que ça fonctionne. Une fois que c'est fait, on envoie on envoie la réponse, on a le résultat. Le résultat ici est de 100%. Évidemment, ça compile les résultats de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté ici. Si vous retournez dans votre Smart Notebook, vous pouvez voir les élèves dont vous attendez encore la réponse. S'il y a des élèves qui n'ont pas encore terminé l'évaluation, ça vous dit, si vous avez votre liste de classe, quels sont les élèves qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas terminé l'évaluation. Ça peut être pratique. Vous pouvez aller chez les résultats. Donc, s'il y a plusieurs élèves qui écrivent la réponse en même temps, vous pouvez aller voir les résultats, avoir un aperçu des résultats. Une fois que c'est fait, une fois que donc tous les élèves ont répondu, vous pouvez cliquer sur Arrêter l'évaluation. Je vais cliquer ici. Et ça collecte automatiquement les résultats. Donc, vous n'avez aucune correction à faire. Les résultats entrent automatiquement. Donc, évidemment, un gros avantage de cette solution-là, qui est la même chose pour Soccerlive, c'est que il n'y a aucune correction qui est nécessaire. Donc, ça réduit le temps qui est basé sur l'évaluation par rapport aux enseignants. Vous pouvez afficher les détails, voir quel élève a eu quoi comme note. Et évidemment, si vous allez dans le module Smart Response, vous pouvez aller voir les statistiques, comparer les classes ensemble, comparer les élèves ensemble.
Ça peut être intéressant dans une perspective où est-ce qu'on essaie d'aller voir, bon, qu'est-ce qui a des difficultés et sur quoi exactement pour faire une intervention ciblée du point de vue des élèves aussi. Voilà pour ça. Ensuite, pour Socrative. Socrative, c'est ce site-là ici. Je vais aller sur le tableau de bord. Si vous Socrative, c'est vous allez sur b.socrative.com. Vous l'avez ici aussi dans les liens web. On vous donne le tutoriel en tant que tel pour comment travailler avec Socrative. Euh, Ça fonctionne de la manière suivante. La première chose, c'est vous créez des jeux questionnaires, des évaluations, des quiz, plein de choses comme ça. Une fois qu'ils sont créés, vous allez sur votre tableau de bord et vous avez 4 possibilités. Vous pouvez commencer un quiz, donc un quiz de manière générale, comme un examen en tant que tel. Vous pouvez créer une question rapide. Donc, vous êtes en classe, là, vous pensez à aller chercher les réponses des élèves. Là. Plutôt que d'avoir des mains levées, vous voulez que tous les élèves répondent à votre question et pouvoir aller voir qui est-ce qui a compris ce que vous avez dit. Vous pouvez aller cliquer sur Question rapide. Vous avez aussi Course de l'espace qui est une espèce de donner un défi aux élèves. Donc, les élèves peuvent se comparer, voir qu'est-ce qui réussit le mieux. De cette manière-là, ils peuvent réussir à se comparer. C'est une espèce de défi que ça donne. Et un billet de sortie. Vous venez de présenter de la matière en classe. Vous voulez que vérifier, bon, comment les élèves ont compris ce que vous avez présenté comme matière. Donc, vous leur dites, OK, avant de sortir, allez compléter le quiz et vous pourrez sortir pour la récréation une fois que votre quiz aura été terminé. C'est ce qu'on appelle le billet de sortie. Pour aujourd'hui, on va travailler sur commencer un quiz. Donc, mon questionnaire est déjà créé. Je commence un quiz, je clique là-dessus. C'est un quiz sur la géographie, donc je clique sur Quiz Géo. Et une fois que c'est fait, je décide, bon, est-ce que l'étudiant répond à son rythme avec un commentaire immédiat? Est-ce que ça va au rythme de l'étudiant, mais avec une navigation à l'intérieur du quiz? Ou est-ce que ça va au rythme de l'enseignant? Donc, la question qui est posée est celle qui est affichée sur l'appareil de l'élève. Pour cette fois-ci, je vais y aller au rythme de l'étudiant avec commentaire immédiat. Je vais cliquer sur Commencer. Et ça nous apporte au résultat en direct. Donc, ça vous permet, comme prof, de voir OK, qu'est-ce qui est terminé, qu'est-ce que chacun des étudiants a répondu comme réponse. Pour ça, donc, je vais vous montrer aussi la partie étudiant. Je vais finalement faire l'évaluation du point de vue de l'étudiant. Donc, je vais aller sur socrative.com. Je vais aller sur Student Login. C'est aussi disponible en français en passant. Donc, j'entre dans la salle. Mon numéro de salle, c'est FV LRNTX I5. En passant, l'avantage qu'a Socrative par rapport à Smart Response, c'est que le numéro de salle reste toujours le même. Donc, une fois que les élèves le connaissent ou s'ils l'ont noté en quelque part, ça va toujours être le même. Ils n'ont pas besoin de réapprendre un identifiant. Donc, une fois que c'est fait, on va faire rentrer dans la salle. Si vous voulez, je vais vous entrer l'adresse. Si vous voulez l'essayer, du point de vue d'un étudiant, je vais vous entrer l'adresse dans le module de chat avec l'identifiant aussi. Voilà. On va faire rentrer dans la salle. Ensuite, à ce moment-là, on rentre le nom. Je clique sur terminer. Ça me mène au quiz en tant que tel, donc auquel je vais répondre. Quel est le plus long fleuve au monde? Je vais rentrer D, l'Amazone, soumettre la réponse. Ça me dit tout de suite si j'ai réussi avec la rétroaction, si j'ai rentré une rétroaction. Donc, ici, c'est correct. Oups, celui-là est en anglais. J'ai probablement oublié de le traduire. Donc, le diamètre de la Terre est de 8000 milles.
Je vais donc rentrer vrai, soumettre la réponse. OK. L'image montre le contour de quel pays? Donc, on peut rentrer des images aussi. J'ai oublié de le dire aussi, c'est possible dans Smart Response aussi. Donc, ici, je rentre une image. L'image montre le contour de quel pays? Je vais dire ici, je rentre une erreur, tiens. Je vais marquer que c'est une image du Canada. Je soumets la réponse. C'est incorrect et on me donne la bonne réponse qui est l'Italie. L'Islande est la plus grosse île au monde. Je vais rentrer faux. Soumettre la réponse. Explication, il s'agit du Groenland qui mesure 2 166 000 km². Voilà, je fais OK. Et finalement, l'océan le plus vaste au monde est l'océan, je vais rentrer Pacifique. L'avantage ici, c'est que c'est pas sensible à la casse. Donc, je peux l'écrire en majuscule, en minuscule, tout en minuscule, tout en majuscule. Ça ne fera pas nécessairement une différence, à moins que je décide de le rendre sensible à la casse. Je soumets ma réponse. C'est exact, donc je peux cliquer sur OK. Et ça me dit que du côté de l'élève, cette évaluation-là est terminée. Je peux me déconnecter, je ne le ferai pas tout de suite. Et du point de vue du prof, quand je me mets dans la version prof, ça me donne ici la progression. Donc, j'ai 100% de l'évaluation qui est faite. Chacune des réponses, ça me les met en vert si j'ai réussi, ça me les met en rouge si j'ai pas réussi. Si je clique sur progrès ici et sur note, ça me donne la note finale de cette évaluation-là. Donc, c'est un outil qui est très pratique, très, 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 très simple d'utilisation. Comme je vous dis, vous avez le tutoriel complet en tant que tel, mais c'est très facile de tout simplement aller sur le site web, travailler là-dessus, essayer des trucs, puis ça se fait, je veux dire, c'est très facile pour l'utilisateur. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Terminer pour vous montrer ça a l'air de quoi. L'avantage, c'est que vous pouvez créer des rapports de ça. Donc, une fois que votre évaluation est terminée, vous pouvez soit l'envoyer vers le tableau de bord, mais vous pouvez aussi créer un rapport en format Excel. Ça peut être un format ou en format PDF. Vous pouvez vous l'envoyer par courriel. Vous pouvez la télécharger ou vous pouvez l'envoyer sur Google Drive. Je vais vous montrer c'est quoi Google Drive un peu plus tard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ça vous le renvoie à vous-même dans votre boîte de disque dur externe info nuagique. Ça, je vais revenir là-dessus, c'est quoi exactement, au cas où vous ne connaîtriez pas ça. Donc, une fois que c'est fait, donc, je m'en vais vers le tableau de bord pour cette fois-ci. Je vais revenir ici à ma vue d'avant. La rétroaction, c'est quoi? C'est de donner à l'élève un retour sur comment il progresse de manière générale. Et c'est quoi où sont ses réussites et où sont ses échecs ou les choses qu'il n'a pas réussi. Pourquoi on fait de la rétroaction? Ben, je vous montre ici le résultat d'un livre qui s'appelle Visible Learning is Synthesis of Over 800 Meta-analysis Relating to Achievement. Donc, ça montre ici ce qu'a fait John Hattie dans ce book-là, c'est qu'il a pris un peu toutes les techniques qu'utilisent les profs et les choses qui peuvent influencer l'élève pour leur dire, bon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève réussit ou pas? Donc, c'est vraiment un compte-rendu de plein d'analyses qui ont été faites à travers le monde et qui montrent, OK, c'est quoi les bonnes techniques, les techniques qui marchent en tant que telles, ce qu'on pourrait appeler les meilleures pratiques en enseignement. Euh, il a placé ça sur le même tableau. Donc, qu'est-ce qui peut avoir un effet inverse sur la réussite? Donc, nuire à la réussite. Donc, qui a mis dans un écart type entre moins 0,2 à 0. Qu'est-ce qui est dû au développement? Donc, un élève, nécessairement, s'il vieillit d'un an, son cerveau va nécessairement se développer, il va apprendre des choses parce qu'il vit dans une société, il va parler à des gens, apprendre des choses. Donc, ça va avoir un effet sur sa réussite de 0 à 0,1 d'écart type. Puis, il a parlé de l'effet enseignant pour tout ce qui a un effet entre 0,15 et 0,4. Ça, c'est le fait d'aller à l'école. Donc, nécessairement, un élève qui va aller à l'école va
avoir un effet sur sa réussite. Cet effet-là, dans n'importe quelle école, va être de manière générale, si on prend une moyenne, de 0,15 à 0,4. Ce que voulait John Hattie, c'est montrer qu'est-ce qui va avoir un effet supérieur. Donc, quelle pratique pédagogique, puis quelle meilleure pratique va avoir un effet vraiment immense sur l'apprentissage. Puis ça, c'est à partir de 0,4, ce qui dépasse l'enseignement général, qui va aller jusqu'à 1,2. Si on regarde, par exemple, vous avez probablement entendu parler des devoirs, comme quoi ça avait un effet, c'est quoi l'effet sur l'apprentissage? Ben, tout ce qui existe présentement montre que les devoirs ont un effet de 0,29 sur l'apprentissage. Ça veut dire que c'est comparable au fait de juste aller à l'école. Donc, ça, c'est pas mieux, c'est pas moins bon. C'est juste que ça n'a pas un effet qui, euh, qui est palpable. Sauf à partir du secondaire, vers la fin du secondaire, où est-ce que là, ça commence à avoir un effet, selon ce que Hattie a découvert. Euh, je voulais juste vous montrer pour faire une comparaison avec la rétroaction. La rétroaction, c'est un effet de 0,73 sur la réussite. C'est énorme. Sauf qu'il y a des conditions pour qu'une rétroaction soit efficace. Il faut qu'elle soit concrète et transparente. Il faut qu'elle mène à des actions de la part de l'élève, donc centrée sur l'action. Il faut qu'elle soit facile à comprendre. Il faut qu'elle soit rapide et à propos. Il faut qu'elle soit continue dans le temps. Faut qu'elle persiste, autrement dit. Il faut qu'elle soit cohérente avec ce qui a été appris. Je vous ai mis un petit article sur la rétroaction aussi dans les liens web en bas à gauche. Donc, je voulais juste vous présenter ça pour mettre en contexte. Donc, ce qu'on a vu, donc ici, ce qu'on a pour une rétroaction efficace que j'ai mis, c'est Google Drive, Google Doc, puis Kadena Mini. C'est trois outils qui peuvent vous permettre d'avoir une rétroaction simplifiée. L'avantage aussi de ces trois outils-là, c'est que comparé à ce qu'on a vu avant, donc Socrative puis Smart Response, on peut aller beaucoup plus haut dans la pyramide de la taxonomie de Bloom. On peut aller chercher des habiletés cognitives qui sont vraiment supérieures. Le désavantage par rapport aux deux outils qu'on a vus juste avant, c'est que il y a pas ça ne se corrige pas automatiquement. Donc, la notation et puis la correction ne se fait pas automatiquement, ça reste dans les mains des profs. On n'est pas encore rendu là nécessairement en technologie. On y arrive de plus en plus, mais on n'a pas encore de technologie qui nous permet de le faire, de corriger, par exemple, un texte automatiquement, un texte soumis par un élève, par exemple, ou un problème complexe de maths, aller rechercher la démarche de l'élève automatiquement, c'est encore quelque chose qui est complexe à faire d'un point de vue technologique. Mais par contre, ça amène une rétroaction qui est beaucoup simplifiée par rapport à ce qu'on faisait à l'époque en corrigeant le stylo rouge sur les copies. Je vous montre un peu de quelle manière ça fonctionne. Donc, juste vérifier que j'ai dit tout ce que je voulais dire. OK. Pour Google Drive, si vous n'avez pas déjà un compte Google, sachez qu'il faut se créer un compte Google pour ça. Vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de créer un compte Google individuel, donc de la même manière que n'importe quelle autre personne dans le monde, ou vous pouvez aller vous créer des comptes Google Apps for Education. Google Apps for Education, c'est gratuit. Après, vous devez vous inscrire pour une période d'un mois et après ça, où est-ce qu'il évalue le dossier de l'école et puis après ça, il vous donne un accès. La difficulté avec ça, c'est que faut que ce soit vraiment un accès école. Donc, c'est une décision d'école de faire affaire à Google Apps for Education ou non. Sachez qu'il y a évidemment des trucs qui ont rapport avec la confidentialité, de la même manière que sur Facebook, Google a comment je dirais ça, a des problèmes avec la confidentialité en tant que telle. Donc, vérifiez de ce côté-là aussi. C'est une décision à prendre en tout état de cause en tant qu'école. Donc, je vais sur Google. Je m'en vais il y a une espèce d'icône ici avec 9 carreaux. Je clique dessus. Quand je clique dessus, j'ai accès à Drive, Google Drive.
Je clique sur Google Drive. Oh, je vais vous le mettre en gros pour que vous puissiez voir mieux. Donc, juste pour venir en arrière, je vais sur Google, je vais sur les 9 carreaux, je clique dessus, je clique sur Google Drive. Si votre inscription est déjà faite sur Google, vous avez un compte Google, ça vous mène ici. C'est quoi en fait Google Drive? C'est un disque dur d'une certaine manière, mais en fait c'est la même chose qu'un disque dur, mais info-nuagique. C'est-à-dire que vous y avez accès, dès que vous avez accès à Internet, n'importe où dans le monde. C'est finalement de cette manière-là que ça fonctionne. De quelle manière on va mettre des fichiers là-dessus? Donc, je prends mon fichier sur mon bureau ici ou n'importe où, je le glisse, je le dépose à l'intérieur de mon Google Drive où est-ce que je le veux, tout simplement. Ça fonctionne comme un glisser-déposer. Donc, c'est super simple de cette manière-là. Une fois que vous êtes sur Google Drive, vous pouvez partager des fichiers. Je vais d'ailleurs le faire avec vous. Donc, si vous voulez partager un fichier que vous avez créé là-dessus ou que vous avez mis là-dessus avec vos élèves, c'est facilité. La manière que vous faites, c'est que vous faites un clic droit sur le fichier. Donc, je vais vous donner accès ici à critique littéraire. Donc, je fais mon clic droit. Je vais cliquer sur obtenir un lien. Donc, une fois que c'est fait, oups, non, sur partager, disons. Je vais y aller avec partager, ça va être plus simple. Une fois que vous avez fait partager, vous cliquez sur obtenir un lien de partage et vous décidez si la personne qui va pouvoir avoir accès à Google, à ce document-là, pardon, peut éditer dedans, peut juste commenter ou peut juste le voir. Par exemple, si vous ne voulez pas nécessairement que les élèves puissent changer des choses dans du matériel que vous leur donnez, vous faites seulement n'importe qui avec le lien peut voir. Moi, pour cette fois-ci, je vais vous donner le lien, la possibilité d'éditer sur le texte. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Donc, je prends donc le lien, je fais un copier, je vais le coller ici dans le module de conversation. Vous allez pouvoir y avoir accès. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi entrer les courriels des élèves. Donc, si jamais vous connaissez les courriels des élèves, vous pouvez leur envoyer par courriel. Comme ça vous évite, ça leur évite de copier le lien, les coller, etc., des manipulations. Ils ont juste à ouvrir leur courriel, cliquer sur le lien et ça leur est envoyé automatiquement. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur Fait. J'ai ma critique littéraire ici que j'ai envoyée. Je vais double-cliquer dessus tantôt. Je vais juste vous montrer présentement que si vous cliquez sur Nouveau, il est en anglais, j'ai oublié de le mettre en français, je m'en excuse, mais c'est disponible en français, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir accès à Google Docs, qui est en fait la même chose que Word, mais interactif. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui peuvent travailler sur le même document en même temps. C'est l'avantage par rapport à Word. Et les changements qui vont être faits sur le document vont rester et on peut changer de la manière qu'on veut. Donc, si vous allez voir ma critique littéraire que j'ai mis là-dessus, vous pouvez la changer, mettre des trucs. Donc, c'est vraiment fait pour le travail d'équipe. Et c'est un des avantages que vous avez par rapport à ça. Si vous faites du travail d'équipe dans la classe, vous voulez que plusieurs élèves travaillent sur un même document, un problème mathématique que vous avez créé, un texte, un document en histoire, en n'importe quelle matière, vous le mettez là-dessus et ils peuvent travailler 4 élèves en même temps. Et vous pouvez faire des changements dans leur démarche en même temps. Google Sheets, c'est la même chose un peu que Excel, ou c'est un équivalent d'Excel. Donc, c'est la même chose. Plusieurs personnes peuvent travailler en même temps. Google Slides, c'est la même chose un peu que PowerPoint. Donc, je voulais juste vous mettre en contexte. Donc, si vous cliquez sur Google Docs, vous allez ouvrir un document qui va ressembler à ceci. Donc, c'est une critique littéraire disons qu'elle aurait été présentée par un élève. L'avantage que vous avez par rapport à ça, c'est que directement sur cette critique littéraire-là, vous pouvez écrire des commentaires vous-même. Ce que vous allez avoir à faire, donc, c'est de surligner la partie que vous voulez commenter, cliquez sur commentaire ici, commentaire, et inclure le commentaire que vous voulez faire par rapport à ça. Donc, appliquer une rétroaction par rapport à ce qui a été fait par l'élève.
Évidemment, là, j'ai utilisé une critique littéraire, mais ça pourrait être n'importe quel genre de texte. Ça pourrait être un problème mathématique, ça pourrait être ce que vous désirez en fait. Une fois que c'est fait, je clique sur commentaire et mon commentaire reste. Deuxième manière que vous pouvez faire une rétroaction directement sur Google Drive, c'est d'aller sur Édition et de aller dans le mode Suggestion. Ce que vous faites donc à partir du moment que vous avez choisi le mode Suggestion, chaque chose que vous allez mettre sur le texte chaque changement que vous allez faire dans le texte va rentrer comme suggestion. Et l'élève va pouvoir par la suite décider s'il accepte votre modification ou s'il ne l'accepte pas. Je peux enlever du texte, ça va être barré. On va le voir encore, mais ça va être barré. Je peux rajouter du texte dedans. La même chose, ça va être en vert ici pour montrer que c'est un ajout qui a été fait par rapport au texte de base. De cette manière-là, vous pouvez donc donner des suggestions aux élèves pour améliorer leur texte ou changer leur démarche mathématique. Par exemple, ils ont rentré leur démarche mathématique, ça ne fonctionne pas à un endroit, vous pouvez rentrer la bonne réponse, la bonne étape de la démarche en suggestion, comme ça l'élève, par la suite, peut se corriger lui-même à la limite. Ça, c'est une chose qu'on peut utiliser. Deuxième chose qu'on peut utiliser, c'est une addition qui s'appelle Kaizena Mini. Là-dessus, je m'en excuse, c'est seulement qu'en anglais, mais vous pouvez rentrer quand même en français les étapes que vous allez mettre, la rétroaction que vous allez émettre. C'est juste que l'outil en tant que tel est seulement en anglais, mais c'est quand même d'une simplicité d'utilisation. Pour aller le chercher, vous allez cliquer sur Add-on, chercher des add-ons, ici, et vous allez rentrer, donc juste leur montrer, donc il y a un onglet qui s'appelle Add-on. Vous cliquez ensuite sur chercher des add-ons. Je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à rentrer sur mon document. Gênez-vous pas, essayer des trucs, c'est un exemple factice là. Donc, si vous voulez essayer des choses sur le document, là, gênez-vous surtout pas. Donc, première chose, je m'en vais sur produit complémentaire ou Get Add-ons. Je m'en vais chercher mon module complémentaire. Je vais rentrer Kaizena, K-A-I-Z-E-N-A. Enter. Ça m'amène à mon module complémentaire que je veux. Pour l'avoir, je vais cliquer sur Plus gratuit. Vous voyez que dans mon cas, je n'ai pas besoin de cliquer dessus parce qu'il est déjà téléchargé. Une fois que c'est fait, ça va se rajouter ici. Mon module s'appelle Kaizena Mini. Je vais faire ouvrir Kaizena Mini, qui va ouvrir sur le côté. Pourquoi c'est intéressant? Donc, ici, vous décidez si vous donnez de la rétroaction à l'élève ou si l'élève reçoit de la rétroaction, parce que l'interface ne sera pas nécessairement la même. Je vais m'en aller ici sur « Je donne de la rétroaction ». Je vais faire cliquer sur « Continue » et je vais cliquer sur « Nouvelle rétroaction ». Ah, première chose que je dois faire, évidemment, c'est de surligner une partie du texte. Donc, je surligne ici, je fais « Nouvelle rétroaction ». Je peux rentrer donc quelque chose que je vais enregistrer à l'oral. Ça, c'est un avantage. Donc, vous n'avez pas à écrire, vous lisez le texte, vous regardez la démarche, et là, plutôt que d'écrire vos commentaires, etc., vous les faites à l'oral comme ça vous vient. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur le petit microphone, je vais faire Start Recording. Euh, dans ton, je vais donner un exemple factice ici. Donc, dans ta critique littéraire, tu as oublié de mentionner ton appréciation du livre. À ce moment-ci de ton texte, moi, ce que je ferais, c'est que je dirais qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ton livre et pourquoi. Et je donnerais des exemples du livre pour essayer à appuyer ce que tu as voulu dire. Je clique sur Stop. Et si je clique sur Play, je peux m'entendre. Et l'élève, maintenant, peut m'entendre. Donner des commentaires, de la rétroaction par rapport à ce que l'élève a écrit. Évidemment, si je clique ici, je peux rentrer ma rétroaction écrite. Et si je clique ici, je peux rattacher une leçon à ce qu'a fait l'élève. Je vous donne un exemple d'intérêt de ça. Disons que vous avez 5 élèves dans une classe qui ont fait la même erreur à la même place. Vous pouvez décider de créer une leçon dans Kaizena. Vous la rattachez ensuite là-dessus, sur exactement qu'est-ce que l'élève a eu de mal dans cette évaluation-là. Donc, vous le faites une fois, donc vous créez la leçon une fois, et ensuite, vous la redonnez
à chacun des élèves qui ont eu cette étape de la démarche-là qui n'était pas adéquate. C'est donc une manière intéressante de faire. Donc, je laisse ici pour Kaizen. C'est exactement ce que ça permet de faire. Parfait. Donc, je reviens ici sur mon partage. Donc, j'ai présenté ici les différents outils pour faire une rétroaction qui est efficace, rapide et vraiment adaptée aux besoins des élèves. Si jamais vous avez des besoins de ce point de vue-là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Évidemment, si vous avez des trucs à me demander présentement, vous pouvez aussi l'inclure dans le module de conversation. Dernière chose que je voulais montrer aujourd'hui du point de vue des outils, c'est un truc qui s'appelle Pear Deck. Même chose, c'est en anglais, mais par contre, ça fonctionne surtout avec des icônes. Donc, c'est extrêmement facile à utiliser en tant que tel. Paradex, la différence, ça répond à quoi? Donc, avant, quand on voulait apprendre le pouls de la classe, ce qu'on faisait de manière générale, ou ce qu'on fait toujours évidemment encore, c'est on pose une question, les élèves lèvent la main, on en choisit un ou quelques-uns pour nous donner une réponse. On espère que l'élève qu'on a choisi est un bon baromètre pour la classe, mais pour ça, c'est difficile d'aller chercher les élèves qui sont timides. Et c'est difficile d'avoir le pouls de la classe entière. Évidemment, on peut le faire en allant chercher d'autres techniques, mais c'est long à obtenir toutes les rétroactions en même temps. Peardex, ce que ça permet, c'est d'obtenir la rétroaction des élèves vers l'enseignant plutôt que de l'enseignant vers les élèves, comme on en fait tantôt avec les autres outils. Ça permet d'avoir un espèce de survol de la compréhension et de la motivation des élèves. C'est interactif. Évidemment, comme tout ce que j'ai montré aujourd'hui, ça moyenne l'utilisation d'un appareil mobile ou non. Ordinateur, tablette, iPod, pad, etc., Chromebook, tout ça fonctionne. Je vous amène ici donc vers Pear Deck. Pear Deck, en fait, ça permet d'avoir comme ça fonctionne un peu comme PowerPoint. Donc, vous entrez votre matière à l'intérieur de ça. Par exemple, ici, donc, j'ai rentré comme en art une peinture de Dali. Puis je vais poser une question aux élèves par rapport à ça. Pour les maths, j'ai rentré un plan cartésien avec une droite, avec excusez-moi, une pente. Je peux travailler à partir de ça, à partir d'une image. J'ai posé une question et j'ai un choix de réponse. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez travailler à partir d'images, de textes, de listes et de vidéos sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez montrer une vidéo sur YouTube et poser une question par rapport à ça aux élèves. Je vous donne l'exemple ici donc. Et si vous voulez le compléter avec moi, c'est possible. Je vais cliquer sur Start Presenting. Comme je vous dis, malheureusement, c'est seulement en anglais. Comme je vous dis, il y a très peu de manipulation, par exemple, par rapport à ça. C'est très, très simple. Je vais commencer une nouvelle session. Évidemment, il y a ce que j'utilise, c'est la version light, la version qui n'est pas complète, mais il y a déjà plusieurs choses dessus. C'est une version gratuite, comme je disais. Donc, pour se joindre, je vais le faire avec l'autre. Je vais vous rentrer aussi l'information dans le module ici. Donc, ça, c'est ça, c'est l'adresse pour se joindre. Et ça va être le code que vous allez devoir entrer. Évidemment, je vais le faire avec un autre, voyons, un autre navigateur. Donc, ici, Peardeck, P-E-R-T-D-E-C-K.com, barre oblique, join, J-O-I-N, enter. Student login, ici. Ça prend un compte Google. Donc, les élèves doivent avoir un compte Google pour ça. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être intéressant d'avoir un Google Apps for Education pour cet outil-là en particulier. Je clique sur mon compte à moi. J'entre mon code. Donc, NBKZA. Ça rentre automatiquement, pas besoin de faire Enter. Et vous avez ici la vue de l'élève. L'avantage de ça, c'est que quand le prof présente, l'élève voit ce qui se passe. Fait que je m'en vais sur ma vue de prof. Bon, une fois que c'est fait, je m'en vais présenter ma première diapositive.
Dans cette peinture, voyez-vous, oups, en même temps, excusez-moi, je vais vous mettre en plus gros ici. Dans cette peinture, voyez-vous un buste de Voltaire ou deux sœurs? Donc, c'est une peinture de Dali. On joue avec les illusions ici. Donc, ça, c'est la vision du prof. Je m'en vais sur la vision de l'élève. Je vais rentrer ma réponse ici. Je vois deux sœurs et un buste, virgule au milieu. Je vais faire poste pour ma réponse. Maintenant, je me vais sur la vue du prof. Je vais cliquer sur montrer les réponses des élèves et ça me donne la réponse des élèves. Donc, s'il y a plusieurs élèves qui répondent en même temps, je vais voir un peu partout les différentes réponses des élèves. Je retourne je retourne sur ma vue de prof. Je change de diapositive. Quelle est la pente représentée par ce graphique? Je vais rentrer donc ici ma vue d'élève et je peux rentrer, disons, c'est une pente de, disons, 0,5. C'est pas prof de maths. Donc ici, je vais rentrer poster. Donc ce serait ça. Je vais voir les réponses des élèves. Vous voyez que ça rentre les réponses sur une droite. Ça permet de voir bon, les élèves ont répondu à peu près dans quelle disposition. Des élèves qui ont répondu plus, moins, OK? Et combien d'élèves ont ont eu la bonne réponse. Ça me donne comme une espèce de nuage de points finalement pour savoir le nombre d'élèves qui ont répondu et sur quelle échelle, en tant que tel. C'est une échelle que je voulais dire. Donc, voilà. Je m'en retourne sur la vie de prof. Je pose une question, plus pour avoir les intentions des élèves. Je fais un petit sondage en classe. Où préférez-vous aller lors du voyage scolaire de fin d'année? Donc, je donne plusieurs choix de réponse. La Ronde, Marineland, le Zoo, l'Aquarium de Québec ou le magasin de chiots et de feux d'artifice. Donc, disons que je clique sur la dernière réponse. Ça me permet de voir du point de vue de prof combien d'élèves ont répondu quoi au sondage, puis ça me permet d'avoir comme le pouls de la classe par rapport à différentes questions. Ça peut être des questions plus d'opinion, ça peut être des questions avec une vraie réponse, ça peut être des questions plus pour savoir la motivation de l'élève, ça peut être... Donc, il y a énormément de possibilités de ce point de vue-là. Voilà pour ça. Euh, La dernière chose que je voulais montrer aujourd'hui, je suis dans les temps, c'est bien. C'est une banque d'instruments de mesure. C'est des évaluations sommatives ou des situations d'évaluation, si vous préférez, qui ont toutes été testées dans des classes, qui ont été standardisées et en plus, ils sont adaptables en point doc. Donc, quand vous les téléchargez, c'est en point doc. Vous pouvez les ouvrir avec Word ou avec OpenOffice, puis vous pouvez les changer comme vous voulez. C'est pas en PDF, autrement dit. Donc, je m'en vais ici. J'arrive sur BIM en ligne. Je m'en vais sur Accès au contenu, ici. Et je vais et je vais me connecter avec mon compte à moi. Si vous n'avez pas c'est possible que vous n'ayez pas de compte personnel à BIM, OK? Je tiens à vous le dire. Par contre, toutes les écoles du CFN ont accès à BIM, OK? En tant que tel, vous avez seulement qu'à écrire en tant qu'école à dpicard à commercial cepn-fnsc.com. OK. L'école peut avoir décidé d'avoir mis l'accès à BIM entre les mains du directeur, entre les mains du conseiller pédagogique ou de laisser aux profs d'un certain niveau scolaire ou de certaines matières accès seulement à leur matière. OK? Donc, c'est important de le savoir. C'est vraiment l'école qui décide de quelle manière il donne accès ou non ou moins à BIM. Quand vous entrez là-dessus, vous entrez ici selon votre niveau scolaire. Par exemple, si je peux décider que je suis troisième année du primaire, par exemple. Et par rapport à la matière que j'enseigne. Par exemple, si j'enseigne français langue d'enseignement, je vais cliquer ici sur français langue d'enseignement. Ça me donne ici accès à des situations d'évaluation qui ont été déjà créées. Vous avez ici donc la description,
à quel cycle d'enseignement ça s'adresse, le domaine général de formation qui est mis à l'intérieur de ça, et la compétence qui va être évaluée à l'intérieur de cette situation-là. On vous dit aussi la durée de l'évaluation. Ça, c'est important. Donc ici, cette évaluation-là, par exemple, dure 3 heures. J'ai une question aussi, je vais juste attendre pour... Oups, oui, merci, je vais changer mon écran. Parfait. J'ai fait une erreur dans l'adresse, c'est des picard@cpn-fnsc.com. Donc, c'est la deuxième adresse qui va être la bonne. Vous avez accès à tous les documents en tant que tels. Donc, le guide de l'enseignant. Ici, on donne accès à un magazine pour les jeunes, deux cahiers de l'élève en tant que tel pour répondre à cette évaluation-là. La seule chose à faire, je clique dessus. Ça m'ouvre un document en .doc, donc que je peux changer et que je peux adapter à ma guise, ou que je peux garder tel quel. C'est ça qui est l'avantage. Donc, c'est vraiment une formule tout en un. Tout est inclus à l'intérieur de cette évaluation-là, quand c'est le temps d'évaluer mes élèves. Donc, ça m'ouvre mon document Word, oups, en tant que tel, et tout est détaillé à l'intérieur de ça. À l'intérieur de ça. Vous avez les barèmes de correction, vous avez les grilles d'évaluation, vous avez tous les documents qui servent à l'élève, les documents qui vont servir à l'enseignant, le matériel, ils vont vous dire tout le matériel dont vous avez besoin, toutes les consignes, toutes les références bibliographiques, les clés de correction. Il vous donne des exemples en tant que tels. Donc, c'est extrêmement bien fait du point de vue du site. Euh, Tout dépendant, évidemment, si vous avez accès, vous pouvez demander à votre direction ou votre conseiller pédagogique, dépendant des écoles, pour voir si vous y avez un accès direct ou si vous pouvez avoir accès par votre conseiller pédagogique en tant que tel. Donc, c'est un choix d'école, c'est un choix de direction en tant que tel ou de conseiller pédagogique pour ce point de vue de l'accès. Ça met fin pour moi à la présentation. Je reste disponible quelques minutes si vous avez des questions spécifiques. Je vais par la suite, évidemment, je suis joignable à l'adresse euh, que je vais laisser ici, donc à l'écran. Si vous avez d'autres questions qui ont rapport aussi à la technologie et la technologie en enseignement. Sinon, je vais vous souhaiter une excellente soirée.